Ici, on parle vélo, ici, on parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Le coup tordu, c'est des interviews et des previews. Dans l'épisode précédent, l'épisode 237, je vous ai fait un petit tuto pour vous initier, faire vos premiers pas sur Side Limit, notre jeu de fantasy préféré. Dans l'épisode 235, on a passé un super moment avec Latib et Phoenix et avec Louis-Pierre Frileux d'Eurosport. Et dans l'épisode 224, rappelez-vous de l'épisode 224, on avait reçu Quentin Béza avec nous dans le coup tordu, et à la fin du podcast, on s'était fait une promesse, on s'était dit quelque chose, que si Quentin remportait une course, il reviendrait faire un petit tour dans le podcast, dans le coup tordu. Et Quentin, c'est un homme de parole, il est avec nous à nouveau dans le coup tordu et ça fait méga plaisir. Comment ça va, Quentin ? Salut tout le monde, écoutez, ça va très bien, merci. On se retrouve très vite, hein. Là, on avait fait on avait fait un beau petit pronostic, hein, de te retrouver rapidement dans le coup tordu, Quentin. Et puis je suis pas tout seul pour t'accueillir, hein. Il y a monsieur Enzo alias Phoenix qui est dans la place. Ça va, Enzo ? Écoute, ça va super. Comme t'as dit, on avait dit à Quentin, dès que tu gagnes, tu repasses nous voir. Faut croire qu'il était vachement pressé. pour lui monter. On n'a jamais eu un coureur qui est revenu aussi vite, hein. C'est vrai. Bravo, Quentin. Alors, la type s'excuse, hein, voilà, il s'excuse auprès de toi, Quentin, et auprès de vous, qui êtes à l'écoute du podcast. Il aurait voulu être là, mais il avait un impondérable. Donc voilà, mais il sera à l'écoute et de retour pour le prochain épisode du podcast. Quentin, on va revenir sur cette belle victoire sur le chrono du Tour de Sarja. Là, t'es où? Là, t'es rentré, ça y est? Ouais, je suis rentré hier soir à Dijon. Je suis chez moi là depuis hier soir. Ouais. Depuis la dernière fois, rapidement, comment s'est passé? T'as fait un stage de préparation avec la Philippe Wagner en Espagne, c'est ça? Ouais, on en a même fait 2 du coup. Le stage en décembre où du coup j'ai pu apprendre, découvrir tous les collègues. Et le deuxième, plus finalisation de la forme, début janvier, mi-janvier, à une semaine de Sharjah. Ouais. C'était tes premiers stages en altitude ou t'avais déjà fait? Non, c'était stage collectif, pardon. C'était un stage collectif, préparation à Calpe. D'accord. Les deux, un en décembre et un en janvier. Et puis oui, j'avais déjà fait un stage collectif à Calpe avec des collègues de l'année dernière, mais jamais en équipe. Bon, j'imagine. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas, on va dire, c'est pas péjoratif par rapport à l'année dernière. On rappelle que l'équipe Philippe Wagner avait débuté en Conti, partait quasiment de zéro. Là, il y a une fusion. Pour ceux qui sont pas au courant, voilà, il y a une fusion avec l'équipe Bingoal qui évolue en Pro Team. Donc toi et Pierre Barbier, d'ailleurs Pierre Barbier qui a fait un joli top 5 aujourd'hui sur la Tour. En plus, il a été un petit peu gêné dans le sprint, donc c'est prometteur pour la suite. Donc vous êtes les 2 coureurs de Conti, de Philippe Wagner, à avoir intégré le projet de Pro Team. On en avait parlé, hein, tu nous avais raconté dans le podcast, dans l'émission 224, comment tu avais intégré le projet au mois de novembre. J'imagine qu'au niveau de la structure, ça a plus rien à voir. Ouais, franchement, dès que je suis arrivé au premier stage, j'ai vu tout de suite la différence par rapport à l'année dernière. Il y a tout qui est décuplé, ce que ce soit en staff, les coureurs, on est plus nombreux aussi. Puis le niveau staff, infrastructure, tout ça, c'est vraiment plus cadré. Puis rien que pour se rendre sur place, tout est fait. On est amont pour nous, donc on n'a rien à faire. On nous envoie les billets d'avion et tout, donc c'est chouette. Ah oui, c'est vrai que tu nous avais raconté que sur le Tour de Guadeloupe, là où tu avais gagné 2 étapes, t'avais payé toi-même, et chaque coureur qui était présent là-bas avait payé lui-même ses billets d'avion. L'an dernier, tu avais déjà été sur le Tour de Sarja, Quentin. Tu avais terminé 10e au classement général. Alors là, je crois que ta mission avant la course était différente de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Surtout que la première étape, elle était destinée aux punchers. Donc on en avait 2 désignés dans l'équipe, après on savait pas trop si ça allait arriver massivement au pied. Du coup moi j'étais désigné pour prendre des coups, ça s'était presque bien goupillé, et puis après je me suis sacrifié pour les collègues pour ramener sur l'échappée et les placer au mieux au pied de la bosse, et après je me suis écarté. Moi j'ai direct pris 4 minutes le premier jour. Enzo, t'as une petite question déjà? Non, c'était justement une de mes questions. Comme tu avais fait un top 10 l'année dernière, est-ce que tu avais l'ambition de le refaire, ou est-ce que dès le départ c'était très clair que tu venais rouler pour l'équipe et que toi par contre tu aurais ton mot à dire sur le chrono? C'était presque prévu que j'allais pas pouvoir jouer le général parce que je savais que le premier jour justement j'allais rouler pour Victor et Jocelyn.
Et juste, on sait jamais, comme souvent ça court un peu comme chez les amateurs, avec le niveau érogène qu'il y a là-bas, on savait pas que ça se trouve, il y avait 30 mecs qui allaient prendre 2 minutes d'avance au pied de la bosse et avec chance, j'aurais été dedans, quoi. Mais au final, ça, c'est arrivé massivement au pied, donc je me suis sacrifié déjà pendant 10 km pour ramener sur les 4-5 échappés qu'il y avait. Et après, il est placé au pied. Puis après, quand j'arrive au pied de 2 bornes à 10%, les écarts, ça va vite après. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, j'ai une autre petite question. Sur le chrono en lui-même, on gagne jamais une course par hasard, ça c'est évident. Est-ce que c'était un objectif clair? Est-ce que tu t'étais préparé spécialement pour ce chrono? Ouais, vraiment, c'était un objectif. Peut-être du coup, dès le premier stage, on nous a dit rapidement qu'on finalement retournait sur Sharjah. C'était pas prévu de base. Moi, j'aurais dû plutôt aller à Alula avant le. Et au final, c'est retrouvé qu'on s'est de nouveau retrouvé invité. Et du coup, vu que je connaissais aussi la course, c'était plutôt pas mal qu'il m'amène dessus, vu que Pierre, il voulait vraiment aller sur Alula. Et du coup, ouais, j'ai su qu'il y avait ça, ce chrono, et en plus c'est particulier vu que c'est en vélo de route, ouais, j'avais vraiment cet objectif-là en tête, donc ouais, j'ai bien pu le travailler, et oui, c'était mon premier objectif de l'année, ouais, clairement. Est-ce que on était précisément, alors on rappelle l'année dernière, tu avais fini 7e, c'est ça? 5e, ouais. 5e? D'accord, parce qu'il y en a un qui s'est fait, il était derrière toi ou pas? Il y en a un qui s'est fait choper par la pratique. Il était derrière. Il était juste derrière. Et donc, est-ce qu'on était précisément sur le même parcours que l'année dernière? Non, c'était un autre endroit, mais le format était quasiment pareil. L'année dernière, c'était un aller-retour avec un demi-tour à faire, assez tortueux. Mais le reste, c'était full gaz. Et là, cette année, c'était quasiment pareil. Juste, il y avait un carré et un demi-tour. Celui-là, il passait mieux, il passait sans freiner. Et cette année, il y avait 11 km. Et l'année dernière, il y en avait 10. Mais le format était vraiment pareil. Et vélo de route, sans roue lenticulaire, sans roue à bâton. Et vélo traditionnel, ouais, sans prolongateur. Est-ce que... Pardon, excuse-moi Vincent. Vas-y Enzo. Non, un chrono sur vélo de route, c'est très particulier. Est-ce que ça te plaît comme exercice ou sans plus? Ouais, maintenant je commence à apprécier parce que ouais, effectivement c'est différent et autant qu'on a une bonne position en vélo de contre-la-montre, c'est facile entre guillemets de mettre des bons watts, mais en chrono, en vélo de route, quand on est vraiment entre guillemets en position aéro, pour mettre les watts c'est vraiment compliqué. Je l'ai vu en travaillant justement pour ce chrono-là que faut faire le choix entre mettre soit plus de watts et être moins aéro, soit on est très aéro et mettre moins de watts. Et c'est clairement le bon compromis à trouver. Et oui, c'est intéressant. Du coup, j'ai assez apprécié l'exercice depuis l'année dernière. Et ouais, c'est différent. Donc, c'est toujours bien de travailler ce point-là aussi pour quand on est échappé pour le reste de l'année, c'est pas mal, quoi. Après, Quentin, t'as des nouveaux moyens, du matos dans cette nouvelle structure. J'imagine que t'es aussi pressé d'aller t'amuser avec le vrai matériel face au gros. Ouais, ça arrive vite là avec le Tour de Valence. On aura un vélo de chrono par équipe de 30 bornes, donc ouais, hâte d'y être, ouais. Bon. Le chrono, on va revenir sur le déroulé de ce contre-la-montre parce que on va le dire quand même. T'as gagné. Alors tu es premier. Le deuxième c'est Ren Taramae. Bon, tu le bats avec un écart monumental. ouais, franchement. T'étais large. Là, t'étais large. Dur de faire moins, ouais. Ouais. Vas-y. Et là, la pièce, elle est tombée du bon côté pour une fois. Ouais. Parce qu'on va rappeler combien, 4 centièmes, c'est ça? 4 centièmes, c'est ça, ouais. 4 centièmes. Et en plus, j'ai eu de la chance pour l'anecdote. L'organisateur, c'est un Français, et il m'a dit après l'arrivée que j'ai de la chance qu'on a des transpondeurs parce que la prise manuelle chronomètre, que les commissaires, ils prenaient aussi le chrono à la main. J'aurais été derrière Ryan. Donc ouais, j'ai cette chance-là qu'il y avait les transpondeurs. Sinon, c'était deuxième. Vive la technologie. Oui. Ça va après. Ça a du bon. Ouais, le chrono manuel, ouais. Ouais, puis j'imagine, 4 centièmes qui changent tout. Le matin, toi, t'arrives, on en avait parlé avec Pierre dans un podcast avec Pierre Barbier. Toi, le matin, quand tu te lèves, t'arrives à sentir si t'es dans une bonne journée? Non, pas au réveil, mais je le vois assez vite quand même sur le vélo. Et après là, c'est compliqué vu que c'était première course par étape de l'année, troisième étape, j'avais quand même bien donné le premier jour avec tous les efforts. Et là, il y avait la chaleur, mais ouais, je sentais que c'était quand même pas trop mal. La veille, je m'étais bien économisé quand même le deuxième jour. Et ouais, je sentais à l'échauffement que ça allait pas trop mal. J'ai essayé de pas trop en faire justement avec la chaleur. Et après sur le chrono, ouais, c'était vraiment bien.
j'ai en objectif de watts que j'avais, j'ai réussi, donc la forme était bonne. Ouais. Et là t'es parti dans les premiers, t'avais pas de temps de référence. Ah non, ouais, je suis parti, je devais être 30e à partir vu que j'étais assez loin du général. Et ouais, du coup, j'avais aucune référence de chez nous. Et il y avait un mec fort au final que j'ai, le 3e, le Serbe, là. Il est parti 2 minutes devant moi. Mais du coup, vu que c'était des lignes droites et tout, c'était compliqué de faire un pointage. Et du coup, ouais, j'avais aucune référence de mes collègues ou quelque chose. Ouais, je suis parti comme ça. Mais moi, je préfère des fois pas avoir de référence, par exemple, d'autres collègues avant. Et j'imagine que forcément il y a aussi un truc, c'est que souvent dans les équipes on aime bien débloquer le compteur assez vite. Parfois ça peut aussi laisser le doute. On le voit même y compris dans des très très grosses structures où on met du temps avant de trouver la première victoire, et ça peut mettre une ambiance un petit peu particulière. J'imagine aussi que pour toi, débloquer le compteur de la Philippe Wagner comme ça d'entrée en début d'année, ça doit être aussi une fierté. Bah ouais, carrément, ouais, surtout que comme dit vos collègues du Direct Vélo, je suis le dernier arrivé et final le premier à débloquer, donc ça c'est chouette. Et puis c'est aussi un beau clin d'œil que première c'était Pierre, et puis là le deuxième qui a intégré la Pro Team, c'est moi, et c'est moi qui débloque cette année, donc ouais, c'est chouette, ouais. T'avais un petit truc à rajouter, Enzo? Non, moi j'ai posé toutes mes questions. Juste félicitations Quentin, vraiment super content pour toi. Tu nous avais raconté un peu toutes les péripéties de l'intersaison où tu étais sûr que ça se faisait, on t'avait donné l'accord et puis après il n'y avait plus d'accord et tout. Donc pouvoir gagner après seulement 3 jours de course, on est vraiment super heureux pour toi. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ouais, non, on était vraiment très très contents. Et donc tu nous as dit alors la suite du programme? La suite, c'est Tour de Valence, là, ça arrive assez vite, c'est mercredi prochain, et c'est 5 jours, donc chrono par équipe, pour commencer 30 km, et après 3 étapes musclées, avec plus de 3 minutes de dénivelé chaque jour, et le dernier jour, sprint, c'est 110 bornes, c'est assez court et assez plat, donc ce sera normalement sprint inévitable. On sait qu'il y a sur la start list de Valence, la Vingegaard, c'est où qui reprend déjà Algarve. Ah ouais, non, d'accord. Il y a Ben O'Connor et Almeida qui sont annoncés de costaud. D'accord. De ce que je sais. Ouais. Bon, et parfait. Donc là, ça sera un chrono de 30 bornes. Le format, t'es plus à l'aise sur un chrono de 10 bornes comme on a vu là, ou l'exercice un petit peu plus long, c'est aussi un truc qui peut te convenir? Ouais, pour le moment, vraiment, en individuel, vraiment, c'est les prologues 4-5 bornes et jusqu'à 11-10, là, comme Tour de Belgique, ça me correspond vraiment bien. J'ai un peu plus de mal sur le long, je pense, par rapport, surtout chez les pros, je pense, par rapport aux certains pros qui ont 5 ou 6 ans de carrière derrière eux, voire 10. Ils ont plus de caisses sûrement sur le long, donc j'espère que ça va venir. Mais là, comme c'est chrono par équipe de 30 bornes, oui. Ça va assez vite, et moi, ça me correspond. J'aime bien les chronos par équipe parce que c'est un effort aussi différent. Et moi, j'aime bien cet effort-là, donc on verra mercredi prochain, mais on n'a pas de stress dans l'équipe. On vise pas de résultats en particulier, on veut faire ça de manière propre et perdre le moins de temps possible pour les coureurs qui vont viser le classement général, quoi. Oui, puis t'as débloqué le compteur, donc voilà, ça lève un petit peu de pression pour la suite de la saison. Et merci beaucoup Quentin pour voilà ce petit moment que tu nous as accordé dans le coup tordu. On l'avait promis. Et puis on va se retrouver très vite alors, Quentin. Dès la semaine prochaine, ouais. D'accord, ok. Merci à vous. Dès que t'en reclaques une, tu reviens faire un petit tour et puis tu nous racontes tout ça. Bravo encore. Allez, je signe comme ça m'a porté chance la dernière fois. J'espère que ça sera dans le même laps de temps. Je signe. On va se retrouver très vite. Merci beaucoup Quentin. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Ciao Quentin. Salut, merci. Ciao. Enzo. Ouais. Enzo, on se fait une petite actu vélo avant de parce que je sais qu'il y en a qui allument le podcast. En réalité, on aurait dû faire l'épisode, c'était prévu le vendredi 31, voilà, on enregistre le jeudi 30 au soir, et voilà, Quentin a proposé ça, mais moi je sais que vous tous qui êtes à l'écoute du podcast, voilà, quand vous vous endormez, puis la plupart quand vous vous réveillez le matin, je sais que vous allumez Deezer, Spotify, et vous mettez le smartphone. Est-ce qu'ils ont fait un nouveau podcast? Vous avez plutôt envie d'entendre parler de cyclisme, de vélo, plutôt que de mettre des trucs qui prennent la tête, qui mangent le cerveau. Donc Enzo, on se fait une petite actu là, rapide. Allez. Je t'ai pas entendu Enzo, le Caleb Ewan chez Ineos, toi t'en penses quoi? Après, ton rire aurait pu suffire à la réponse. Non, mais je vais m'expliquer quand même. Ewan, c'est honnêtement un coureur que j'apprécie, c'est un sprinter que j'apprécie.
j'ai pas une affinité particulière, mais je sais pas, j'ai toujours aimé un petit peu le petit gabarit, son style sur le vélo, comment il sprint, j'aime bien. Donc on va dire que je regarde ça avec un œil bienveillant. Après, est-ce que le mouvement en lui-même, je le trouve bon pour les deux parties? Non. Oh bah si, pour Caleb Ewan, moi c'est la troisième partie, hein, l'agent de Caleb Ewan. Alors lui champion quoi. Bah oui, ok, mais enfin chez Ineos, il va pas avoir un vrai train dédié. Niveau sprint, on voit que ça fait quand même 2-3 ans où dès qu'il sent que c'est mort, il lâche l'affaire. Enfin, j'ai un peu du mal à voir. Alors si ça se trouve, il va complètement se remettre à l'endroit, mais je pensais déjà de ça quand il était rentré chez lui en Australie, à la Jayco. Ça n'a pas été le cas. Bah oui. Donc si ça n'a pas été le cas à la Jayco, je vois pas pourquoi ce serait le cas chez Ineos. Surtout qu'Ineos n'a pas non plus un passé d'équipe de sprinters si fou que ça, quoi. Il y a eu Viviani en fin de carrière. Ils ont eu Cavendish aussi, de mémoire. Ouais, qui s'était bien débrouillé tout seul d'ailleurs sur un Tour de France où il y avait Froome. Et il se démerdait vraiment tout seul et il avait été en claqué une. Mais là, en plus, dernièrement, l'équipe part complètement en cacahuète dans tous les sens. C'est pas forcément l'ambiance ou l'encadrement dont un mec comme Ewan, qui doit pas être au mieux de sa forme physiquement et mentalement, dont il aurait besoin. Je sais pas, je suis sceptique. Mais c'est bien qu'il ait trouvé une équipe, parce que comme je dis, moi, c'est encore que j'apprécie. Donc, de le voir encore au moins une saison en World Tour, moi, ça me fait plaisir. Après, est-ce que ça va faire quelque chose? Pas certain. On suivra tout ça, Enzo. On va revenir également sur un sujet dont on a parlé dans le coup tordu. On en a parlé pas mal cet hiver. L'arrivée de l'IA, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et toi, Enzo, t'es tombé sur un article que vous avez probablement vu dans l'équipe avec Vino Kourov qui a parlé de l'utilisation de l'IA chez Astana. Ouais, c'était l'article en lui-même est intéressant. Alors il y a la très intéressant. Je confirme. Ouais, vraiment. La partie sur le fait qu'ils aient travaillé avec un data analyst et l'intelligence artificielle pour déterminer quelle course il doit faire ou non. Ah bon, après, on se doute bien que les courses il y a Vingegaard, Pogačar qui va pas parce que c'est pas là que tu vas faire des points. Je serais quand même curieux d'avoir le détail de ce que le data analyst a fait. Parce que ça c'est un point qui est pas vraiment creusé dans l'article et ça enfonce des portes ouvertes, quoi. C'est voir sur des plus petites courses parce que la concurrence est moindre. Oui, moi j'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour deviner ça non plus, tu vois. Donc j'aimerais bien connaître un petit peu plus en profondeur ce qui a été fait. Mais sinon là, oui, après tous les autres aspects comme quoi ils ont essayé de recruter Ayuso et Vlasov aussi. Ouais, que ça dépendait du transfert éventuel de Remco chez Bora. Il a balancé pas mal de trucs dans l'interview, je trouve quand même. Il avait la langue bien pendue, Vino. C'est parti un peu dans tous les sens. Ouais. Après, il y a eu un petit tacle sur la Fédé Kazakh, comme quoi ça a été dur de négocier pour leur faire comprendre que le sponsor chinois devait être mis en premier parce que c'est eux qui ont rapporté les millions. Et aussi sur l'argent que le sponsor a ramené. On nous parlait de presque 50 millions d'euros. Ouais, oui, mais j'ai plus le mot. C'est pas salaire. Ouais, de budget. Budget, merci. Oh là, c'était dur. 50 millions de budget pour l'année. Et au final, on serait plus proche des 30 millions. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais. On est au-dessus de la moyenne des équipes pour le Tour. Mais on n'est pas non plus sur ce que Red Bull a, sur ce que Lidl a, et encore moins UAE, par exemple. Et deuxième truc, c'est, c'est le recrutement qu'ils ont fait au final. Et comment se préparer pour entamer la guerre au point UCI et l'opération maintien. Alors, Vino Kourov a l'air, j'ai pas envie de dire confiant, mais je comprends que dans sa tête, oui, il y croit. Il est obligé de dire qu'il y croit. De toute façon, si lui, début janvier, il dit non, mais nous, de toute façon, on va pas se maintenir, change de métier. Hein. Voilà, donc on va pas faire semblant. Mais par contre, l'équipe, ce qui est vrai, c'est que sur les premières courses, ils ont tout fait bien. Sauf au Tour Down Under où Higuita s'est vraiment chié. Donc, à voir s'il relève un peu la tête. Mais en dehors de ça, là, tu regardes en Europe. Scaroni, il vole. Scaroni, il est au sommet de sa forme. Champoussin est vraiment pas mal. Ouais. On a vu Charmig aussi. Enfin, bref, il y a 4-5 gars qui étaient très bien. Aujourd'hui encore, là, sur le sprint, t'as 2 Astana qui font top 10. De toute façon, c'est simple. Sur les courses en Europe, c'est minimum 2 dans le top 10 à chaque fois. Donc, ça score. Aujourd'hui, c'est encore 65 points UCI, par-ci, par-là. Donc ça commence à faire quelques points et t'as des adversaires directs qui eux ont pas vraiment marqué. Genre je pense à Arkea. Arkea ça a pas encore vraiment scoré. Hein.
Alors, la saison est longue, ça fait que 2 semaines que ça a repris, on est d'accord. Sauf que sur la dynamique, t'en as une qui est clairement dans le jeu, qui a très bien compris, peut-être trop tard, parce que bon, se réveiller sur la dernière année, c'est compliqué. Mais ils ont très bien entamé. Et une autre, ça a l'air un peu plus compliqué. Donc à voir, mais ça promet une bataille vraiment intéressante pour le maintien et même jusqu'au 20e, à la 20e place pour les 2 places automatiquement qualificatives pour toutes les courses World Tour. Parce qu'en vrai, t'as les 18 premières, bien sûr, mais 19-20, c'est comme t'es qualifié automatiquement, ouais. T'as la garantie de disputer les grands tours pendant un an. Je pense que de manière réaliste, Astana vise la 19 ou la 20e place. Bien sûr. Ça, par contre, c'est réaliste. Viser le maintien, il faudrait faire une saison à la Décathlon et encore. Enzo, pour terminer ce podcast, moi je voulais revenir sur un sujet qui voilà, je voulais qu'on en parle dans le podcast depuis un petit moment. Parce que vraiment, ce projet m'interpelle. Est-ce que tu as suivi cette histoire du projet Ma Petite Entreprise ? De l'avenue, c'est ça ? Alors, l'avenue parraine le projet. D'accord, il parraine. Voilà, il a intégré le projet. De très loin. Ouais. De très loin, mais toi, je crois que t'es un peu plus proche du sujet, donc je pense que tu peux mieux nous renseigner dessus. Bah moi à chaque fois ça m'intéresse, hein, chaque fois qu'on veut casser les codes, chaque fois qu'on veut un petit peu avancer. C'est pour ça que le projet Side Limit par exemple, qui est complètement qui est complètement novateur, moi m'intéresse particulièrement. Et donc là dans un autre registre totalement différent d'ailleurs, je le dis, hein, RMC, vous l'avez sûrement écouté, hein, le podcast Grand Plateau, ils ont fait un super podcast sur le sujet. Donc Ma Petite Entreprise, c'est 2 gars qui ont décidé de monter une équipe cycliste avec comme objectif de faire le Tour de France pour 2030 et avec un concept complètement novateur, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un sponsor qui va mettre 10, 15, 20, 30 millions d'euros, en fait ils vont essayer de réunir plein de petits sponsors. Je crois que la mise d'entrée, il me semble que c'est 750 €, un truc comme ça, pour arriver dans le peloton dès 2026 et faire le Tour de France le plus rapidement possible. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Enzo ? Quand j'entends plein de petits sponsors, ça me fait penser à Androni. Je sais pas si tu te rappelles de leur maillot avec tellement de sponsors que tu voyais à peine la couleur du maillot. Ouais. Donc c'est ça. L'objectif me paraît quand même assez irréalisable. C'est-à-dire que là, en 5 ans, tu pars de rien avec juste plein de petits sponsors où le ticket d'entrée est à 750 €. Alors, à moins que tu aies vraiment un gros sponsor qui arrive et qui mette vraiment de l'argent. Enfin, tu vois très bien aujourd'hui comment c'est. S'il n'y a pas un sponsor qui arrive avec 30 millions sur la table, c'est triste à dire, hein, mais tu fais pas grand-chose, quoi. Alors Enzo, moi je vais juste te dire un truc, et j'ai compris en écoutant Vincent Lavenu dans Grand Plateau pourquoi Ma Petite Entreprise avait une chance réelle de disputer le Tour de France en 2030. Ils ont une vraie chance de disputer le Tour de France en 2030. Ils ont 2 projets, une équipe masculine et une équipe féminine. Ah, d'accord, ok. Voilà, mais après, déjà sur l'aspect économie du cyclisme masculin, je suis pas hyper calé. Autant te dire que sur le cyclisme féminin, je suis encore moins calé, donc je peux pas déterminer le ticket d'entrée en termes de budget, ce que ça représente. Je sais pas du tout. Ah, moi, il y a juste un truc dans leur podcast. Alors, Jérôme Pinault mettait, évidemment, lui, il a connu ça, hein, il mettait tous les doutes possibles, même s'il était bienveillant, bien évidemment, avec Vincent Lavenu. Mais pour lui, Pinault, il expliquait un petit peu ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire que quand un gros sponsor va mettre, 500 000 €, va falloir lui expliquer qu'il est peut-être au même niveau que le mec qui met 2000, qu'un patron d'entreprise qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a le même ego qu'un chef d'entreprise qui a 500 000 € de chiffre d'affaires, qu'il faudrait gérer tout ça, que du coup, pour les entreprises qui mettent de l'argent, le but c'est d'avoir du naming. Donc là il y aura pas de naming. Vincent Lavenu a dit il y aura pas d'argent à gagner, juste une belle histoire. Ils ont dit que derrière il y avait pas d'argent à gagner dans le vélo. S'il y a de l'argent à gagner dans le vélo, c'est là où je suis pas d'accord avec eux. Festina par exemple, tout le monde connaît Festina parce que Festina a fait le Tour de France. Enfin, chaque grosse marque qui est passée par le Tour de France gagne une notoriété qui est considérable. Ça serait comme si dire que la publicité ne fait pas gagner d'argent. Alors il y a peut-être pas de monétisation directe, mais le fait de gagner en notoriété, ça te fait forcément gagner de la monétisation. Ouais, mais après tu vois, je comprends un peu aussi, c'est difficilement quantifiable. Comment tu arrives à dire grâce au Tour de France on a augmenté notre chiffre d'affaires de tant de pourcents? Je pense pas que ce soit
Alors si, ils vont peut-être se dire. Je pense qu'ils réussissent à le mesurer, mais c'est pas précis. Ouais, je suis d'accord. C'est compliqué. Alors, si tu vas avoir une certaine idée, on peut te donner une fourchette, tu peux regarder quelques indicateurs, mais c'est pas. Comment dire, c'est pas automatique. Mais moi, je pense que ça se mesure. Je pense que Festina, ça se mesure encore aujourd'hui. Festina. Aujourd'hui, tu dis Festina, Vincent, on se souvient pas qu'ils ont fait du vélo. On se souvient que c'était une équipe de mecs chargés, tu vois. Ouais, mais ils ont jamais autant vendu de monde que pendant l'affaire Festina. Et tout le monde, en notoriété, tout le monde connaît Festina grâce à ça. Et sur les plus anciennes générations, on connaît Z parce que ça a été l'équipe on a vu Eric Boyer à l'époque. Bon, toi, t'étais un peu plus petit. Ouais, je crois surtout. Ouais, mais Mercier, enfin, je veux dire, tu vois, il y a eu des équipes, Système U à l'époque, ça les a aidés. C'est vraiment sur, ça laisse une trace. Ça laisse une trace. Par exemple, je pense qu'un exemple plus récent et qui est vraiment marquant en tout cas pour les gens de ma génération, c'est Europcar. Oui, bien sûr. Alors, littéralement Europcar, qui pas resté non plus 20 ans dans le peloton. Hein. Mais après, faut dire que l'épopée Vauclair a beaucoup aidé. Aussi, bien sûr. Mais les Pierre Roland et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une entreprise où quand on parle aujourd'hui. Pour un suiveur de vélo, moi tu me dis Europcar, je pense pas à la location de voiture, je pense à l'équipe de vélo. Oui, non, mais je pense que même pour un non-suiveur, ça a permis de grossir la notoriété. Ça a lancé aussi Bouygues à l'époque. Donc voilà, simplement pour conclure, moi je me mets dans la peau d'un petit entrepreneur et là Enzo, imaginons. Voilà, je me dis un petit entrepreneur, alors il va pas avoir de naming. Qu'est-ce qui peut gagner dans l'histoire? Alors moi je vous le dis, moi je suis transparent, je dis tout. Le chiffre d'affaires du coup tordu en 2024, c'est 134 €. Voilà, c'est les petites pubs que vous entendez des fois avant le podcast. Voilà, ça a gagné 134 € en 2024, c'est-à-dire ça amortit à peine l'abonnement au podcast. Bon, on n'est pas là pour gagner des milliers et des cents, on parle vélo, on s'amuse avec vous. On est là pour ça, c'est le principal. Mais maintenant, demain, admettons Enzo qu'on multiplie le chiffre d'affaires par 20. Allez, soyons dingues, on fait 3000 € de chiffre d'affaires en 2025. Voilà, pourquoi pas. Fin de saison, je te bloque avec Thibaut, voilà, et je vous dis bon les gars, on a gagné un petit peu de sous, on a une mise pour rentrer dans ma petite entreprise. Voilà, dans le projet. Est-ce que ça nous garantirait, par exemple, nous, qu'est-ce qui nous intéresserait? Ça serait d'avoir les coureurs dans le podcast. Admettons que ma petite entreprise, tu parlais d'Arkea à l'instant, c'est pour ça que je trouvais le lien intéressant. Admettons que Arkea, des rumeurs. Alors moi j'aime bien Emmanuel Hubert, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Mais admettons que dans 2 ou 3 ans, ma petite entreprise, ils arrivent à aller chercher un Arnaud Démare en fin de carrière. Parce que s'ils veulent lancer le projet, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir aller choper un nom, ça va pas être un cadre du peloton, mais quelqu'un que les gens connaissent. Est-ce que, tu vois, je veux dire, pour, je sais pas, un dentiste qui va mettre 1500 balles ou 2000 balles ou 3000 balles dans l'histoire, je sais pas, ou une petite entreprise, quand tu organises un comité d'entreprise, tu vas peut-être vouloir, à minima, avoir un coureur, tu vois, faire de l'image. Et je comprends. Après, le problème, qu'est-ce que tu y gagnes en fait? C'est ça le truc. Qu'est-ce que tu y gagnes? Mais il faut pas que ça vire au cirque non plus, parce que là, d'un seul coup, tu te retrouves avec des coureurs qui vont avoir un agenda cycliste assez lourd, avec en plus des relations presse. Moi, je pense que les coureurs qui vont aller dans cette aventure-là, faut qu'ils se préparent à être aussi des putains de VRP. Ah ouais, non mais alors déjà ça se travaille parce que c'est pas inné, mais ça me paraît tellement compliqué. Satisfaire, je sais pas, je dis une connerie, si t'as 100 sponsors, Vincent, 100 sponsors, comment tu satisfais tout ça? Ah mais on parle pas de 100 sponsors, on parle de milliers de sponsors. Voilà, encore, 100, j'étais gentil pour qu'on ait un chiffre qu'on puisse imaginer, tu vois, mais ça me paraît irréalisable. Tu ne pourras pas contenter, par exemple, nous, le coup tordu, demain, comme tu dis, on gagne 3000 €, on décide de investir dedans. Je veux dire, nous, on leur demande pas de se déplacer, de venir nous parler pendant 3 heures ou de faire un séminaire. Alors attends, Enzo, nous, si on met 1500 balles dans l'histoire, moi, je veux avoir le meilleur coureur du truc et on fait pas un podcast, on fait un vidéocast avec, Le gars, on le filme sous tous les angles, tu vois. Non, attends, ça va, quoi. Ça va. Ouais, non, je sais pas. Après, je t'avoue que je suis pas dans le, je sais pas le mindset, comme ils disent, de ce truc-là. Mais je sais pas. En fait, ça me mettrait trop mal à l'aise par rapport aux coureurs où je les verrais d'un seul coup. Ils doivent vraiment devenir des bêtes de foire, de relations presse et genre à 50% et 50% coureurs. Alors
C'est un petit peu ça des fois. Hein. Tu regardes le livre d'Arnaud Desmar quand il explique qu'il va dans les, tu vois, voir les sponsors, les trucs. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est déjà le cas pour des grosses équipes, parce que mine de rien, Arkea, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'échelle du vélo mondial, ça reste une grosse équipe. Si tu as déjà ça avec une équipe où tu as deux gros sponsors principaux, PNB et Arkea, imagine avec 1000 qui se tirent la bourre à peu près à part égale. Je vois pas comment c'est viable en fait. Je vois pas comment c'est viable. Alors moi je pense que c'est beaucoup plus jouable sur profiter de l'ascension du cyclisme féminin, avoir une exposition rapide sur le Tour de France parce que ça paraît jouable à l'horizon 2030. Il y a des stars qui vont arriver dans le vélo féminin, il y en a de plus en plus et ça va continuer à pousser. Et voilà, de ce côté-là, je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer sur le cyclisme féminin. Sur le cyclisme masculin, j'espère me tromper parce que voilà, tout projet novateur, évidemment, on n'est pas là du tout pour. Il y a forcément des aspects qui nous échappent. Ils ont forcément pensé à des trucs auxquels on n'a pas pensé. Mais je pense que voilà, va falloir être bon, va falloir être très très bon, il va falloir qu'ils nous surprennent. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va le faire et que ça va fonctionner. Ouais, moi, je suis d'un naturel plutôt bienveillant, donc. Pareil, ouais. Que ça marche, mais je suis quand même, je vais pas m'enflammer sur un nouveau produit parce que d'un seul coup c'est super novateur et tout. Ça me semble quand même très, de ce quand j'en ai entendu, très compliqué à réaliser. Encore une fois, au niveau du cyclisme masculin, au niveau du cyclisme féminin, je sais pas. C'est vraiment un monde que je connais pas assez pour avoir un avis à moitié intéressant dessus. Donc je peux pas trop prononcer là-dessus. Bon, en tout cas, Enzo, ton avis est toujours intéressant et pas qu'à moitié. Je te remercie pour ce coup tordu, Enzo. Merci à toi, c'était cool. Bah ouais, c'était cool. Et puis on va essayer de se choper dans le week-end pour la preview de la Marseillaise. On rappelle, Enzo, preview ou pas sur ton site pour la Marseillaise? Yes, ça va sortir samedi dans la journée, je pense. Top de chez Top. The Big Gear, le site internet d'Enzo qui vous fait des previews très précises de chaque course. Thibaut, son compte X, son compte Twitter alias Thibaut Chambre et tous les réseaux sociaux du coup tordu. On vous attend sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok également et même sur Blue Sky, sur Threads. Enfin, on est absolument partout. Merci les amis. À très vite. Salut à tous.